Je suis Martin Lacour, avocat et médiateur. J'accompagne les entrepreneurs et directeurs juridiques dans la négociation de leurs accords avec leurs partenaires commerciaux, clients et associés. Vous suivez l'émission Samedi Live, qui a pour ambition de faciliter l'accès des entreprises aux droits et aux solutions négociées. Le concept est simple. À chaque émission, 5 minutes pour acquérir de nouveaux savoir-faire ou savoir-être grâce au conseil opérationnel d'un expert et un entretien de 30 minutes avec un acteur innovant qui répondra à toutes vos questions. Bonjour à tous et bienvenue dans Samedi Live, l'émission consacrée aux innovations en matière d'accès aux droits et aux solutions négociées. Merci de nous suivre aujourd'hui en ce week-end particulier pour beaucoup. Aujourd'hui, j'accueille Juliette Piriou. Bonjour Juliette. Bonjour Martin. Alors Bonjour, Juliette, vous allez le découvrir dans quelques instants, est avocate, médiateur, praticienne de processus collaboratifs, formatrice, fan de négociation et de relations clients aussi. Donc on va parler négo et relations clients avec elle. Pour tous ceux qui ne la connaissent pas, écoutez, ça va être passionnant. Et nous avons aussi Ifa qui est fidèle à l'émission. Bonjour Ifa. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Alors, Ifa va nous parler aujourd'hui des réseaux sociaux, notamment des nouveaux réseaux sociaux et de ceux qui sont déjà has-been parce que tout va très vite. Et c'est très intéressant d'avoir le point de vue d'Ifa qui est étudiante en droit sur ces réseaux sociaux parce que ça montre qu'il faut on s'intéresse sans arrêt à ces réseaux, que ce qu'on tient pour acquis en 2020 peut changer en 2021, ce qui veut dire que ça nous demande une certaine flexibilité mentale d'être toujours présent sur les réseaux et sur les bons réseaux. Ifa, ce que je te propose, c'est de lancer tout de suite ta chronique et on se retrouve juste après. Alors Ifa, je vais afficher peut-être ton slide, le voilà. Je t'écoute, on t'écoute tous. Alors du coup, comme je l'avais expliqué dans les précédents Samedi Live, pour résumer, chaque réseau social a sa particularité. Aussi, chacun d'entre eux tient un réseau particulier, une communauté majoritaire tout simplement. TikTok, c'est majoritairement suivi par des jeunes par exemple. Instagram, c'est parfait pour les posts imagés et YouTube pour le contenu qui reste. Lorsqu'on s'inscrit sur différents réseaux sociaux en tant que professionnel, le but est de manière générale le ROI, donc le retour sur investissement. Donc, ça devient adapté lorsque le ratio temps que vous passez sur les réseaux est inférieur ou égal au résultat client ou visibilité obtenue. Donc, la problématique majeure, c'est vaut-il mieux se mettre sur plein de réseaux sociaux pour capter une audience différente à chaque fois sur un même contenu ou faut-il se focaliser sur un seul réseau social ? Au départ, il faut considérer la prise en main, il faut savoir quel type de contenu on crée, où le mettre. Ce n'est pas toujours aussi évident que ça le semble. Et pour éviter de perdre du temps, je déconseille l'éparpillement. Pour ces nouveaux réseaux, il y a plein de réseaux sociaux qui sont super tentants. Donc Clubhouse, comme on va en parler un petit peu, Discord, Telegram, Talkie-Walkie, Twitch, pour n'en citer que quelques-uns. Mais soyons clairs, il y a des bons réseaux sociaux, un bon réseau social qui émerge tous les 6 mois. Donc, ça serait perdre son temps que de s'investir avec une communauté qui disparaîtra peut-être dans moins d'un an avec le contenu avec. Donc, puisque l'audience est toujours migratoire, donc je déconseille de ne pas s'aventurer forcément en premier chez les petits nouveaux, mais de prendre en considération les pour, les contre, s'ils répondent bien à votre demande, votre intérêt, votre prise en main avec un fonctionnement qui vous correspond, tant dans la pratique du réseau social que dans le traitement des données ou la demande de régularité qui en demandera. La première réponse, c'est la gestion de temps et communauté. Est-ce qu'une communauté qui investit ou qui investira comme ou qui s'investira comme dans TikTok, ou plutôt c'est plutôt un réseautage professionnel comme Clubhouse? Est-ce que je dois avoir des contacts? Combien de temps ça va me prendre de créer un contenu? Est-ce que je suis vraiment visible? Est-ce un réseau social pour lequel les gens aiment perdre leur temps et traîner comme Instagram par exemple, ou est-ce qu'ils ouvrent l'appli pour quelque chose en particulier comme un podcast, une thématique de recherche? C'est l'exemple parfait avec YouTube. La seconde question à se poser, et la seconde notion à se poser, c'est en quoi le réseau social, c'est un essor de publicité? Autrement dit, est-ce qu'un nouveau compte
sera mis en avant sur le réseau social? Est-ce que je peux amener une audience sur mon site web ou est-ce que le partage est simple et les contacts rapides? Pourquoi s'investir temps et ressources pour quelque chose qui ne rapportera pas forcément? Je pense qu'il ne fallait pas non plus faire une étude de marché avant de s'implanter sur Discord, mais il faut un objectif concret, évidemment. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce réseau? Que peut-il m'apporter? Il est bien plus simple aujourd'hui de collecter en quelques minutes un retour sur telle ou telle plateforme et son utilisation. Donc, consultez tout simplement les retours des professionnels, comme ils sont lancés dessus. Et surtout, est-ce que vous vous intéressez pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce réseau social? Pourquoi vous avez délaissé celui-ci? Bref, la prise en main, c'est compliqué. En tout cas, c'est clair qu'on avait prédéfini les réseaux sociaux. Ça devient nécessaire aujourd'hui pour la visibilité et la publicité de prendre le temps de s'y investir et de prendre soin de son image. Et pour finir, la troisième notion, c'est l'avenir du réseau social. Pourquoi y créer un contenu? L'obsolescence des réseaux sociaux, l'évolution de ces derniers sont toujours à prendre en considération. À titre d'exemple, sur TikTok, il y a beaucoup de danse ou de contenu peu professionnel, mais ça veut aussi dire que tous ceux qui produisent un contenu intellect sont innovants. Twitter et Facebook ont beaucoup évolué ces dernières années aussi. Pour les moins de 25 ans, ils n'ont déjà plus rien de professionnel concrètement ou beaucoup plus rarement. Si vous avez la majeure partie de vos clients ou des patients, je ne sais pas comment vous les nommez dessus, c'est très intéressant. Mais si vous n'avez pas déjà votre réseau implanté sur ces réseaux-là, est-ce que vous souhaitez toucher de nouveaux acteurs plus jeunes, etc. C'est peut-être pas intéressant. Et la notion de nouveauté, ça interroge aussi la notion de mise à jour qui font beaucoup grandir les possibilités sociales. Je parle à nouveau de Clubhouse, par exemple, qui était uniquement sur l'Apple Store initialement et sur invitation, qui est en train d'évoluer, qui est maintenant disponible sur Android. Enfin, il y a des mises à jour qui sont en train d'être faites, mais également Instagram, par exemple, avec Reel, c'est une opportunité à saisir, par exemple. Et donc, pour finir, je vais juste vous parler dans un petit instant d'un classement des nouveautés montantes et descendantes des réseaux sociaux. Hootsuite et We Are Social qui ont été catalogués par Hootsuite et We Are Social. Donc Facebook pour sa montée chez les 65 et plus. Instagram et Snapchat qui sont maintenant considérés comme des surfaces interactives, même pour les plus de 50 ans. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus pratique au niveau de la prise en main chez les personnes plus âgées. TikTok pour l'appli la plus téléchargée, suivie de WhatsApp, Zoom et Telegram. Donc Zoom, on ne se demande pas pourquoi cette année. Pinterest et Twitter, ça reste dans les médias sociaux les plus utilisés dans le monde, mais ils se retrouvent en bas de liste ces dernières années, à contrario de leur popularité qu'il y avait il y a 3-4 ans, par exemple, qui était considérée beaucoup plus professionnelle, notamment pour les entreprises ou la photographie, par exemple, pour Pinterest. Et pour finir, donc, dans les réseaux sociaux émergents qui permettent de plus en plus aux marketeurs, éditeurs, grandes entreprises de s'y étendre, mais également aux cabinets, il y a WeChat et Twitch qui sont en train d'évoluer beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant tout ce que tu viens de dire. Alors, c'est vrai que par rapport à ma propre expérience, alors toi, peut-être qu'on peut le dire, Ifa, pour ceux qui ne le savent pas, tu es très présente sur YouTube, sur Insta et sur TikTok principalement. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, inviter Ifa notamment sur LinkedIn si vous voulez la suivre. Juliette, tu es aussi très présente sur LinkedIn, je crois, notamment. Oui, alors j'ai un usage des réseaux sociaux limité, mais oui, LinkedIn, ouais. C'est là où on peut me voir. Donc, vous pouvez ajouter Juliette Piriou sur LinkedIn aussi. Moi, c'est vrai que j'ai choisi d'en développer plusieurs parce qu'en fait, j'ai 40 ans cette année et souvent mes clients ont à peu près plus ou moins 20 ans de moins que moi. Et ça m'a obligé à aller sur plusieurs réseaux sociaux. J'aurais préféré n'en développer qu'un. Par ailleurs, par rapport à ce que tu dis, il y a des évolutions qui peuvent être positives parce que l'algorithme va les pousser. Tu nous as parlé de Reel, tu nous as parlé de Clubhouse qui est maintenant disponible sur Android. Mais à l'inverse, on peut aussi voir par exemple que l'algorithme de LinkedIn est en train de se durcir sérieusement là depuis quelques jours. Donc c'est bien aussi peut-être de pas être sur un seul réseau, même s'il faut pas être sur tout parce que sinon on se disperse. Mais ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça peut être aussi une bonne idée parce que le jour où on se retrouve bloqué pour une raison X ou Y, on dépend quand même un peu de leur libre arbitre et on ne connaît pas les règles de leur algorithme, donc c'est un petit peu difficile de savoir comment ça va évoluer. Et je trouve que c'est une bonne idée quand même d'en investir plusieurs. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans ce que tu as
as dit, ce que j'ai noté, c'est que tu distingues les réseaux sur lesquels on vient avec une recherche précise. Sur YouTube, si j'ai envie de monter une clôture, je vais pas aller je vais pas aller regarder des vidéos au hasard, je vais taper clôture, montage d'une clôture ou négociation, cours de négociation. Et donc, c'est un peu la même approche que sur Google, alors que sur d'autres réseaux, finalement, on voit sur TikTok, on voit les choses défiler un petit peu au hasard, même si l'algorithme nous soumet des choses qui sont censées nous plaire. Mais en tout cas, on y va plus pour se divertir et donc l'approche n'est pas la même pour accrocher quelqu'un, pour l'intéresser à un sujet. Il faut avoir une approche différente. Donc, j'ai trouvé que c'était très juste ce que tu disais par rapport à mon propre retour de pratique. Et évidemment, il faut s'adapter à sa cible parce que ça sert à rien peut-être de vouloir développer Facebook si on vise des gens qui ont moins de 25 ans. Je sais pas ce que tu en penses, Ifa, mais voilà, c'est une évidence pour toi, mais les moins de 25 ans ne vont plus sur Facebook. Voilà. Donc, quand on sait ce que Facebook veut dire, c'est qu'on est vieux, forcément. Ah ouais. Écoute, merci beaucoup, Ifa. Juliette, tu as une question pour Ifa ou pas? Non, je ne suis pas encore assez là-dedans. Ok, on va passer tout de suite pour qu'elle m'aide. On va passer tout de suite à ton interview, Juliette, alors. Alors Juliette, je rappelle pour tous ceux qui nous auraient rejoints en cours de route que tu es avocate au barreau de Paris, mais que tu es aussi négociatrice, médiateur ou médiatrice et praticienne de processus collaboratifs, ce qui veut dire que tu t'es intéressée aux solutions négociées. C'est venu à quel moment? Est-ce que c'était au cours de ta formation initiale ou par la suite? Pas du tout, pas du tout. Alors formation initiale, on est formé au binaire. Alors, vérifions auprès d'IFA, puisqu'IFA est étudiante en droit en licence, peut-être que ça a changé depuis notre époque. Je n'ai pas encore de négociation ni de méthode amiable, solution amiable et ou médiation à la faculté. D'accord, donc a priori, rien n'a changé ou pas grand-chose en tout cas. Non, et même les élèves avocats ont très très peu de matière, ou en tout cas c'est tout à fait optionnel, même sur le savoir-être, etc. Donc non, je ne l'ai pas du tout eu, j'ai été formée classiquement comme les 3/4 des avocats en France, et j'en ai eu ras-le-bol. Donc il y a 5-6 ans, je me suis dit, je raccroche la robe, j'en ai ras-le-bol de ce métier, c'est trop lourd, avec les clients, avec les confrères, avec les magistrats, personne ne s'entend, personne ne se comprend, et à quoi ça sert? Parce que oui, j'avais des beaux résultats, enfin, tu t'investis dans tes dossiers, oui, tu as la décision que tu voulais, mais est-ce que ça changeait la vie de mes clients? Non. Donc je me suis dit à quoi ça sert que je dorme avec mes dossiers, que je me mette la rate au corbouillon, etc. Donc j'ai voulu arrêter et j'ai croisé un confrère dans un dossier très compliqué qui m'avait parlé de processus collaboratif, mais juste comme ça. Et puis il y avait c'est tous les ans, là, le barreau de Paris fait son campus pour les formations, parce que tous les avocats doivent au moins se former 20 heures par an. Je crois qu'avec Martin, on explose les compteurs. On doit être à 100 ou 120 heures par an. Mais... Oh oui. Et en fait, j'ai vu un truc sur le process collab. Je me suis dit, bon, ok, j'y vais, mais vraiment touriste. Et sachant que moi, j'avais déjà fait mon inscription en CAP cuisine, etc., j'avais décidé de changer de métier. Et puis, j'y suis allée comme ça. Et puis, ça m'a intéressée. Je suis allée voir la prof à la fin, enfin, le confrère qui animait ça, qui m'a parlé du DU de Nanterre, des modes amiables. Il y avait de la médiation dedans. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout, la médiation. J'étais anti-médiation. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Je me suis lancée. Et là, alors les gens pensent que je suis tombée dans une secte parce que ma vie a réellement changé. Ma vie professionnelle, mais aussi ma vie personnelle. Et c'était super. Ça a été super. J'ai appris surtout moi, ce qui me sert le plus aujourd'hui, c'est la négociation. Mais dans tous les secteurs de ma vie. Et du coup, ça a été le point de départ, ce DU, pour des multiples formations à droite à gauche. J'ai fait mon mémoire sur la diffusion des modes amiables aux avocats, parce que je me suis rendu compte que tous, enfin beaucoup en tout cas, on vivait les mêmes choses. Un métier qui est lourd à porter, un métier qui est stressant, un métier où il n'y a pas forcément de reconnaissance de nos clients. Il y a beaucoup de malentendus, voilà. Et ça m'a donné beaucoup de clés. Ouais. Et ce mémoire, justement, il t'a amené à... Est-ce que tu as cheminé depuis? Quelles sont tes conclusions sur le développement des modes amiables pour les avocats?
Est-ce qu'il y a des Ça conseils que tu donnerais aux gens qui nous regardent aujourd'hui? qu'il faut qu'ils se forment en fait. Mais et c'est compliqué au départ parce qu'on n'en voit pas l'intérêt. On pense que le mode amiable, c'est quelque chose de bisounours, allez, serrez-vous la main, trouvez un accord, etc. On se rend pas compte que c'est la chose la plus efficace pour régler les conflits, mais le sous-jacent, parce que nous, en droit, et c'est drôle parce que moi, il y a des magistrats qui nous formaient au DU, qui nous disaient, nous, on sert à rien. Vous venez avec des histoires de petites cuillères et ça paraît, voilà. Mais on va résoudre ce problème, on va trancher ce problème, mais on sait qu'on n'a pas réglé le problème sous-jacent et que ça va revenir dans 2 ans pour un autre prétexte. Alors, moi, je précise tout de suite que je fais du droit du travail et du droit de la famille. Il y a peut-être d'autres, en tout cas dans mes matières à moi, c'est que du superficiel. Et même, j'accompagne beaucoup de cadres de sortie de boîte, après un licenciement, etc. Même quand on a une décision qui nous dit que l'employeur a licencié à tort un salarié, qu'il a des belles indemnités, eh ben, tu sens qu'il y a quelque chose qui reste là. Et que cette personne, pendant les 3 ou 4 ans de procédure, n'a pas avancé, ne s'est pas ouvert sur autre chose, et que le conflit l'a complètement miné, qu'il a perdu son énergie. Alors oui, il a gagné, mais gagné quoi en fait? Et moi, c'est cette Il a absence perdu 3 ou 4 ans en fait. Ouais. Et puis, du coup, il ne s'est pas mis dans autre chose. C'est pareil, hein, dans les séparations, etc., tu te rends compte qu'ils attendent, en fait. Ils sont tellement focalisés sur ce conflit qui leur bouffe en temps, en énergie. Et l'avocat, il faut dire ce qu'il est. L'avocat prend souvent fait et cause pour son client, n'a pas forcément la lecture, parce qu'on n'a pas les clés, hein, on ne nous a tout simplement pas appris ça. Et parfois, inconsciemment, il rajoute au conflit. Il stigmatise, il cristallise le conflit. Et on devient les bras armés de la vengeance et de la colère de nos clients. Moi, j'ai pas fait des études et je m'investis pas 10 heures par jour pour ça. Hein. Et moi, je veux servir réellement aux gens. Donc, ce DU, ça a été vraiment un point de départ génial. Mon mémoire, je me suis rendu compte que c'était en fait que les avocats sont majoritairement en souffrance dans l'exercice de leur métier et que les modes amiables, c'est gagnant-gagnant pour tous. C'est-à-dire que pour l'avocat, toutes les postures qu'on nous apprend de savoir-être et qu'il faut continuer à acquérir et à se former, etc., ça génère une relation client hyper fluide, hyper constructive, agréable. Et surtout, on va faire progresser notre client. Et c'est ça qui est complètement dingue. On n'est pas thérapeute, évidemment. Il n'est pas question de tomber dans la thérapie, même s'il y a beaucoup de confrères qui sont de plus en plus thérapeutes. D'ailleurs, il y en a beaucoup aussi qui sont coachs. Tu vois, ça répond quand même à un besoin que tout le monde sent. Mais notre client, à la fin de notre travail avec lui, qui peut être long. Bon, déjà, le mode amiable, c'est beaucoup plus court. Hein. On finit beaucoup plus vite les choses. Mais on sent bien qu'il y a eu un avant et un après travail. Et moi, quelle que soit la décision de fin, parce que je ne suis pas responsable, en fait, des décisions prises par les juges, on sait les moyens de la justice, on sait la qualité des jugements, et ce n'est pas parce que les juges sont mauvais, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas, on ne leur donne pas les moyens de faire les choses correctement. Quand au bout de 4 ans de procédure, tu te prends une décision qui en droit ne vaut rien, qu'on confond les prénoms, les noms, etc., et qu'il faut tout recommencer, ça fait mal. Et du coup, maintenant, quelle que soit l'issue, et en général, elle est quand même heureuse, il y a quelque chose qui s'est passé chez le client. Et ça, pour le professionnel qui a accompagné, déjà, l'accompagnement est beaucoup plus sympa. Il est gratifiant. Et à la fin, tu te dis, waouh, moi, en tant qu'être humain, aujourd'hui, j'ai aidé un autre être humain. J'ai aidé une boîte. J'ai des clients boîte aussi. J'ai aidé un patron, j'ai aidé une boîte. Personnellement, moi, c'est ça que je recherche dans mon métier. C'est du sens. Sinon, j'allais faire autre chose. Et donc oui, les modes amiables, pour moi, répondent beaucoup aux attentes des avocats, la reconnaissance, la fluidité, le sens de notre métier et l'utilité de notre métier. Le nombre de réseaux sociaux. Alors, moi, je suis sur Facebook parce que moi aussi, j'ai 40 ans cette année, mais visiblement, voilà. Et tu le vois bien sur Facebook, sur les groupes d'avocats. D'ailleurs, merci le confinement, merci tout ça, parce que ça a beaucoup... on va peut-être pas jusqu'à aller dire merci, Monsieur le Président, quand même. Non, mais maintenant, en fait, je vois vachement la vie différemment. Chaque conflit, est aussi source d'opportunités de rebondir sur autre chose. Et l'avantage de tout ce qui s'est passé dernièrement, c'est que bon, il y a eu le développement des réseaux sociaux, les avocats se sont parlé différemment, et on le voit bien ça, qu'ils sont en attente de quelque chose. Et moi, j'ai un exercice aujourd'hui épanoui et heureux. Et mon principal problème dans ma relation client, c'était la distance. On parlera de la relation client après, justement, mais donc
pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent, tu as suivi le DU, donc diplôme universitaire de Nanterre. Ça se passe en combien de temps et quelles sont les grandes matières abordées? C'est en un an, ça se fait ça? Ça se fait en combien de temps à peu Sur près? une année, ouais, c'est de Ouais, septembre à juillet ou septembre d'accord. pour moi quand on Donc est. c'est une année, d'accord. Oui, c'est une année. Ça doit être à peu C'est près 200 heures de formation ou quelque chose comme ça un peu ou plus. C'est plus? un Ah peu oui, d'accord. plus. Il y a un C'est mémoire à préparer et vous oui, abordez la médiation, le processus collaboratif en la partenariat procédure avec la FPDC participative. peut-être ou Voilà, et c'est comme ça que je ouais, suis tombée dans la FPDC. Il y a la procédure participative, il y a même la conciliation, hein, pour dire ce qu'on en pense d'accord. en définitive, mais au moins on a un très bon panorama. C'était le vendredi et le samedi toutes les 2-3 semaines, en respectant les vacances scolaires, donc voilà. Et enfin voilà, ça a été Et absolument donc ce génial. genre à ta connaissance, ce genre de DU existe dans de plus en plus de facs ont ce genre de DU. Il y a Chambéry déjà, il y en a de plus en Alors plus. je crois qu'il y en a un à Aix aussi, Marseille. Est-ce qu'il y en a un à l'UPEC, l'Université Paris-Est-Créteil, IFA? Ils ont un DU comme ça de modes amiables à ta connaissance? Je crois À pas ma moi. connaissance, Ah, Un petit problème sur la connexion. intéressé par exemple au DU pour faire également, j'en ai pas trouvé, Luc, ça m'aurait arrangé. Donc non, j'en ai pas vu, sinon ils sont bien cachés. d'accord. Donc soit il existe mais on n'est pas au courant, soit en tout cas il y en a pas dans toutes les facs, mais ça commence à se développer et c'est une bonne chose ça pour le coup. Même si c'est pas, ce qui serait encore mieux, c'est que ça fasse partie des matières obligatoires en licence ou en voilà, mais Au ça moins la permet au négo. moins aux gens Au de se moins la former négo. par la suite. D'accord. Alors, on parlait justement de la relation client, puisque donc tu t'es intéressé, donc j'ai compris que tu avais été à un moment, tu t'es interrogé sur ta pratique, c'est comme ça que tu en es venu à te former aux solutions négociées, à faire le DU de Nanterre, et ça aboutit finalement sur une réflexion sur la relation client, c'est ça? Ouais. Alors, j'ai fait ce DU pas du tout pour changer ma pratique au départ, hein. C'était, Oui. je veux un outil de plus. Et en fait, je suis complètement tombée dedans en me disant, mais attends, cet outil, il est génial. Et il est génial. Et il Mhm. m'aide, enfin, j'ai 80% aujourd'hui dans mon cabinet de solutions négociées, sachant qu'attention, comme je suis connue pour être un avocat extrêmement pugnace, et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, je viens vers vous parce que vous êtes un avocat requin. Donc les gens viennent me voir pour de la fight, tu vois. Et puis à la fin du premier rendez-vous, moi je leur propose, hein, c'est pas à moi de décider, c'est à eux, hein. Je leur propose toutes les solutions sur la table et ils choisissent systématiquement les solutions négociées. Donc il suffit de l'expliquer et puis justement d'accueillir leurs ressentiments, etc. Ça, c'est Et vrai que donc, c'est important, tu as raison de le dire, parce que les avocats, traditionnellement, sont dans une posture, on a été formé comme ça, on pense que ce que le client veut, c'est de l'agressivité et qu'il vient nous chercher pour cette compétence-là. Alors qu'en réalité, quand on lui propose autre chose, on va voir que ça répond la plupart du temps à son réel besoin. alors Mais avec un petit tempérament dans le sens où quand ils viennent nous voir, ils veulent de l'agressivité, ils oui, veulent casser la figure de l'autre, ils veulent faire souffrir l'autre. Et c'est là où moi, quand on m'a appris l'escalade du conflit, la fameuse échelle de glace, ouais. et les émotions, comment ça se passe dans la tête, la théorie des trois cerveaux. Mais alors là, ça a été, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas su ça? Mais à la première minute du droit. Ok, donc voilà ce qui se passe dans la tête de mes clients. C'est pas eux qui me parlent, c'est leur colère, leur agressivité. Avec 2-3 choses très simples, on fait atterrir le client de ça. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on va chercher derrière ses réels besoins dont il n'a pas conscience sur le moment parce qu'il est saturé d'émotions. Et donc, c'est les trois cerveaux, toi tu connais, mais il est dans son limbique à fond qui n'irrigue plus le cortex, le siège de l'intelligence, de l'analyse, de la rationalité. Et c'est pour ça qu'ils veulent des choses qui sont complètement contre-productives. Et le nombre d'avocats que tu entends qui disent « mais je comprends pas, mon client il est pourtant DG d'une super grosse boîte, il est hyper intelligent, et là il me fait son… » Mais c'est normal en fait, on est tous soumis à la même chimie et aux mêmes hormones, la même mécanique des émotions. Et ça, d'avoir pu avoir accès à ces informations-là, ça a tout changé. Et donc oui, je me suis intéressée à la relation client parce que de facto, quand tu as l'écoute active et la reformulation, quand tu comprends la mécanique de ce qu'ils vivent, moi, la PNL m'aide aussi énormément à décortiquer leur façon de On penser. parlera aussi de la PNL, programmation neurolinguistique après, mais j'essaye de séquencer pour que les gens Oui, qui ne oui, tu as connaissent raison. pas tous ces sujets Suivre. puissent nous suivre. Mais donc sur la relation client,
quel est l'état de ta réflexion et pourquoi c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement? En fait, je suis tombée dedans sans faire exprès. C'est que juste avec les clés, Carl Roger, etc., en fait, ça m'a complètement aidé à prendre ma place. J'avais une place où j'étais beaucoup trop proche du client. Je voulais porter sa charge émotionnelle. Le soir, je m'endormais, je pensais en me disant oh, mais quelle catastrophe, et puis il va se passer ça pour lui. Je ne vivais plus. Mais ça ne l'aidait pas. Hein. Juste, ça me pourrissait. Et maintenant que j'ai bien compris ce qui se joue et quelle est ma juste place, et puis ce que je n'avais pas compris aussi à l'époque, c'est qu'à force de porter l'autre, je l'infantilisais, je le déresponsabilisais. Et du coup, je prenais les décisions moi-même. J'en étais à faire moi-même leur mail ou des choses comme ça, tu vois, pour l'autre partie. Et donc, ça prend un temps, et puis c'est une dépendance du client. Alors, d'un côté, tu es hyper satisfaite en disant « Ah, chouette, il a besoin de moi », mais c'est horrible, c'est malsain comme dépendance, c'est pas une dépendance saine. Et donc, pour moi, il faut que chacun ait sa place et chacun soit autonome. Le client, il a ses besoins, sa vie, et c'est pareil pour résoudre les choses, on va aller vers ce dont il a besoin lui, et pas ce dont moi, j'estime qu'il a besoin. Parfois, ce n'est pas des solutions financières. Souvent, les avocats, on résout les trucs avec on va demander une condamnation, on va demander des dommages et intérêts. Parfois, non. Tu organises une réunion, il y a une entente, il y a une reconnaissance. Et bien, en fait, c'est ça qui leur satisfaisait. Et en fait, sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup d'avocats qui sont très interrogatifs en disant mais je comprends pas. J'ai eu la bonne décision pour lui, on s'est battu comme des lions. Et aujourd'hui, mon client n'est pas content, n'est pas satisfait. Mais oui, parce qu'on est tombé à côté de son vrai besoin. Et je pense que dans toute relation avec tout professionnel, ça ne s'applique pas qu'aux avocats, évidemment. D'abord, il faut entendre les réels besoins et expertiser les besoins de son client. Nous, effectivement, on a des clients qui sont dégradés, on appelle ça comme ça, dégradés par leurs émotions, parce qu'ils vivent, ils perdent leur boulot, ils perdent leur maison, ils divorcent, leur boîte prend l'eau, leur partenariat prend l'eau, ils vivent des choses extrêmement fortes qui remettent en cause beaucoup de choses, leur sécurité affective, matérielle, etc. Donc, c'est un public particulier et il faut qu'on ait des outils sans tomber dans la thérapie, parce que moi, j'en vois voir des thérapeutes. Mais nous, il faut qu'on ait des outils pour les faire atterrir de ça, entendre ça et dépasser ça. Pour pas après être le bras armé de leur vengeance, de leur colère qui va leur servir à rien du tout, en fait. Et j'ai l'impression que c'est une vraie inconnue, parce que j'ai l'impression qu'à l'école d'avocats, les stagiaires qu'on peut avoir de temps en temps au cabinet, ils n'ont pas ces matières-là. On leur enseigne pas ça. Ne serait-ce que poser des limites, poser un cadre, avoir la juste distance, et après, les dossiers sont faciles, quoi. On n'a plus, parfois les clients sont très inquiets parce qu'on a aussi notre jargon et on a l'impression qu'ils ont besoin absolument de voir qu'on est très très fort en droit. Et non, ils veulent juste qu'on les entende et qu'on résolve leurs problèmes, qu'on les aide à résoudre leurs problèmes. Ils s'en fichent qu'on ait fait une thèse sur tel point ou tel point. Donc je pense qu'ils ont besoin d'accessibilité et d'humanité, tout simplement. Mais sans tomber dans le côté, parce que moi j'ai pu tomber dans ce côté-là, copine finalement, où tu as une telle intimité qui s'ouvre à toi, que tu t'ouvres aussi, et qu'il y a un mélange des genres qui est malsain en fait. Et le fait maintenant d'avoir, je trouve, ma juste place, alors moi je suis dans des groupes de pratique et c'est nécessaire. Est-ce que tu peux peut-être expliquer pour ceux qui alors, savent des groupes de pratique, c'est... Groupes de pratique, groupe d'analyse. Moi, j'appelle ça des groupes d'analyse de pratique. J'en ai en égo et j'en ai en process collaboratif. Ça permet de se réunir de temps en temps avec des gens avec lesquels vous partagez les mêmes valeurs ou les mêmes outils, comme le processus collaboratif. Et ça permet de parler de notre pratique en disant là je bloque, je comprends pas, et le recul des autres va vous aider à dire ah mais oui mais non là je me suis trompée, ou je vais essayer ça, et c'est un soutien, et c'est un métier qui est tellement difficile, on porte des choses tellement lourdes, la détresse des gens, etc. Les enjeux humains sont tellement lourds que je trouve que c'est, en fait, même sans partager d'outils, je trouve que tout avocat devrait avoir un groupe de pratique pour pouvoir se soutenir. Les thérapeutes ont des groupes de pratique parce qu'ils portent l'histoire, et encore, eux n'écoutent que... Enfin, tu vois, ils agissent pas dans l'histoire, ils sont là que en support. Et ben eux, ils font bien des groupes de pratique parce qu'ils sont chargés de choses difficiles. Ben, nous, on est en plein dedans, on met les mains dans le cambouis, donc qui plus est, quoi. Et ça pourrait concerner aussi, ça pourrait concerner des juristes ou même des entrepreneurs. Un groupe de pratique peut être créé dans tout métier qui a un intérêt commun, quoi. Mais bien sûr. Et il y a un intérêt commun.
D'accord. Alors, je pense qu'on a compris ton intérêt pour la relation client. On en reparlera puisque tu es en train de bâtir une formation là-dessus, donc on en reparlera tout à l'heure. Mais je crois que tu nous disais tout à l'heure que tu suis beaucoup d'heures de formation. Je crois qu'en ce moment, tu suis justement une formation à la PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux dire de quoi il s'agit et ce que ça t'apporte? Alors, la PNL, c'est compliqué à expliquer. C'est l'art de bien communiquer, c'est tout. C'est l'art de bien communiquer. Il y a un côté thérapeutique, mais qui m'intéresse moins. C'est comprendre les structures en fait qu'il y a dans chacun, parce qu'on pense tous d'une façon différente. Et ça m'aide énormément avec mes clients, déjà pour comprendre par quoi ils passent, comment ils réfléchissent, pour pouvoir déjà adapter ma façon de présenter les choses pour que ça soit plus compréhensible pour eux, et surtout pour dépasser certaines croyances limitantes ou bloquantes, où tu sais, parfois ils sont en boucle sur certaines problématiques. Et avant, c'était des heures et des heures et des heures de discussion avec eux. Aujourd'hui, en 2 questions bien posées, c'est un bouchon qui s'en va. Donc, c'est très chouette. Enfin, moi, ça Voilà, m'apporte beaucoup. j'en profite pour montrer ce bouquin qui est connu de tous ceux qui C'est une bonne s'intéressent à approche. PNL. Donc dans ce bouquin d'Alain Quérol et, Saint-Paul. et Josiane de Saint-Paul, pardon, Ouais. j'avais oublié son prénom, c'est bien Josiane. Eux, ils définissent la PNL comme les outils, les méthodes et les attitudes de vie qui permettent de modifier nos comportements vers moins de stress, plus de succès et de sérénité. L'idée, c'est pas d'aller faire une analyse euh, pour aller trouver la source de la source de la source du problème. C'est plutôt de corriger rapidement en ayant identifié les comportements humains et la façon dont notre cerveau fonctionne. Enfin, j'essaye de simplifier les choses, mais voilà, l'idée c'est d'aller corriger quelque chose qui s'était instauré et qui malheureusement nuisait à notre qualité de vie, on va dire. Alors ça, c'est l'aspect curatif. Pour un avocat, c'est plus discutable. Mais en tout cas, tout ce qui est sur la communication, les métamodèles, etc., c'est hyper intéressant. C'est un outil de plus. Et dans mes formations, parce que moi, à la fin du DU, je me suis dit, on m'a donné beaucoup de clés, beaucoup de choses comme ça intéressantes, mais il faut absolument que je les partage. Je ne peux pas les garder pour moi. Il faut que je partage ces choses-là. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on est vraiment dans une démarche pragmatique, dans les modes amiables. On n'est pas dans une démarche universitaire. On prend ce qui nous intéresse en fait. C'est-à-dire que on va voir ce que Carl Rogers a fait sur l'écoute active ou la reformulation empathique. On va voir ce que Marshall Rosenberg a fait sur la communication non violente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va voir en matière de négociation raisonnée ce que William Ury, Roger Fisher et toute l'école de Harvard a pu développer dans ce domaine. Et à chaque fois, on prend finalement ce qui nous intéresse. C'est vraiment une démarche qui, pour les anglo-saxons, est naturelle, pragmatique. Pour les Français, ça peut paraître un peu plus curieux. On prend ce qui nous arrange, ce qui nous sert, en tout cas, ce qui fonctionne, et le reste, on le laisse de côté. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant quand je t'ai donné la définition, parce que, en effet, nous, on ne va pas se servir, on n'est pas psy, donc on ne va pas se servir de la PNL de la même façon, mais on va se servir de certains outils de la PNL parce que ça marche et parce que de manière empirique, on a remarqué que ça fonctionnait. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, c'est ça. Et c'est très, très puissant. Et moi, maintenant, je mets de la PNL et j'ai un écho terrible, non? Alors nous, on n'a pas d'écho, donc ça vient peut-être de ton côté. Peut-être baisse ton son dans ce cas-là si tu as de l'écho, parce que nous, on n'en a pas. Oui, je disais que dans les formations, parce que donc à la fin du DU, j'étais trop heureuse de toutes ces clés, etc. C'est là où j'ai rencontré la FPDC parce que j'avais envie de m'investir. Donc la FPDC, l'Association française des praticiens de droit collaboratif, pour promouvoir, c'est pour moi c'est de la négociation entre avocats, parties, etc. C'est la forme la plus aboutie des choses et que je pratique au quotidien dans les divorces, les séparations, mais même en droit du travail. Et pour ça, on a fait une petite formation de formateur et puis j'ai continué à me former en tant que formateur parce que je me suis dit, j'ai vraiment envie de transmettre ces clés aux confrères. C'est trop bête que je puisse en bénéficier et pas d'autres. Et tout le monde ne peut pas faire 2 jours de formation par semaine toutes les 3 semaines.
Et voilà. Et c'est comme ça que on forme ensemble à la FPDC, que je forme avec Interstice. Et là, je pense que je vais monter une formation sur la relation client à destination peut-être essentiellement des avocats en départ, parce qu'il y a des clés tellement simples que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir les acquérir. Après, les gens feront ce qu'ils veulent, tu vois. Mais je vois tellement de confrères en souffrance et je vois tellement ma vie avant et après que je me dis c'est trop dommage. Ouais, bah écoute, de toute façon, j'ai vu qu'il y avait une forte demande à chaque fois que tu faisais des interventions sur ce sujet. Donc, je suis certain que c'est une excellente idée. Tu donnes aussi des formations à la négociation, et ça, elles sont Oui, déjà en alors c'est place. mon dada, la négo. Ouais. La Ouais. négo, oui. La négociation raisonnée, je pense que c'est la base de la base de la base. Et d'ailleurs, ça sous-tend tous les modes amiables, tout simplement. Ouais. Alors peut-être pour ceux qui nous suivent et qui connaissent pas le monde des juristes, on peut quand même peut-être dire, Alors, ça peut la négo. paraître incroyable, que un juriste, quand il sort avec un master 2 ou plusieurs master 2 et un doctorat et tout ce qu'on veut de la fac de droit, peut même très probablement, dans 99% des cas, n'a jamais eu aucun cours de négociation. Ouais, c'est aberrant, complètement aberrant. Et c'est drôle de voir à quel point, parce que la négo, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois, hein, avant d'assigner en général, on essaie de négocier avec notre confrère. Moi, j'ai toujours essayé de négocier. J'y arrivais de temps en temps. Ça ressemblait plus quand même à de la menace et du pugilat. Et voilà. Parce que j'avais pas les outils. Hein. Je pensais que c'était celui qui montrait les plus gros biscottos et qui menaçait le plus l'autre. Et donc, j'obtenais des accords, mais l'autre était pris à la gorge. Et bon, bref, c'est complètement contre-intuitif parce que la négociation de méthode Harvard, à laquelle j'ai été formée et à laquelle je forme les gens, c'est un autre univers. Et c'est même beaucoup plus facile en tant que Ce qu'on négociateur. appelle la négociation raisonnée aussi, hein. Ouais. Harvard, négociation raisonnée. Ouais. Donc peut-être tu peux nous montrer le bouquin d'ailleurs fondateur, tu l'as peut-être sous la main? Oui, alors après, faut pas se contenter d'eux parce que c'est quand même. Oui, mais enfin c'est déjà Oui, c'est déjà bien de commencer par ça. Donc comment comment réussir réussir une une négociation? négociation? Je crois qu'en anglais c'est Getting to Yes, non? Quelque chose comme Getting to ça, yes. Ouais. de William Ury et Roger Fisher. Le Et il y en système a eu des d'autres Américains. depuis. Donc ça, c'était la vision quand ça a été développé en 1981. Depuis, évidemment, il y a eu des Il y a évolutions. l'empereur Salomé, non, mais il y a plein de choses. Et puis il y a la Oui, psychosociologie de la négociation, c'est très intéressant. Et oui. c'est très. Ça suit de près les neurosciences, comment se mettre en attitude de gain. Enfin, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que moi, maintenant, je fais de la négo. Tu vois, je fais du droit du travail, du droit de la famille, mais parfois, on vient me chercher dans des négos de fusion de boîtes ou de choses comme ça, juste sur le processus de négociation. Moi, j'y connais rien en tout ce qui est fiscalité, etc. Je laisse des confrères s'occuper de cette partie. Et moi, je suis vraiment juste sur le process. Et en fait, la négo, c'est ce que tu fais aussi en médiation. Quand des gens se séparent, etc., rien que de leur donner quelques outils de négociation entre eux, ça change tout. Et c'est là où le médiateur intervient, finalement. Oui, oui, oui. Et puis ça peut parfois être. Enfin, est-ce que tu interviens en sous-marin ou est-ce que c'est toujours en En présence égo, de toutes les personnes? Oui. ça dépend. Quand c'est dans mes dossiers en droit du travail, droit de la famille, non, j'interviens. Je peux coacher à la négo, Voilà. c'est-à-dire que quelqu'un veut le faire lui-même et voilà. Euh, mais même quand c'est moi qui interviens, il y a mon client. Je déteste faire maintenant, je fais plus les choses où c'est moi qui a le lead. Enfin, je l'ai, mais on est deux. Et pour les négos entre boîtes, j'apparais pas du tout parce que je fais que le process. Donc, je choisis la D'accord. table. Mais même ça, c'est rigolo, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, on voit qu'il y a différents niveaux. On peut intervenir dans une négo. Et ce qu'il faut peut-être que les gens comprennent, parce que malheureusement, culturellement, on a l'impression que la négo, ça peut s'improviser sur un quai de gare comme ça. Ce que Roger Fischer, donc un comment dire, des inventeurs de la méthode de Harvard, disait lors de de sa leçon inaugurale, il avait inscrit sur le tableau prepare, prepare, prepare. Super. Et il avait rangé ses affaires, il était parti. Voilà, l'essentiel de la négociation, c'est de la préparation. Et malheureusement, souvent, en France, les gens qui veulent négocier nous disent, décrochent le téléphone et disent, ouais, il propose combien?
Mais tu proposes combien? On sait même pas, on n'a pas commencé à parler, on ne sait même pas de quoi on parle. Donc, on propose rien tant qu'on ne sait pas de quoi on parle. Il faut connaître à fond le dossier. Et ça, c'est une idée reçue. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent qu'on peut négocier sans connaître le fond du dossier. C'est complètement faux et il faut vraiment balayer cette idée reçue, peut-être. Moi, je travaille autant mes dossiers en négo que s'ils passaient devant le tribunal. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la négo, il y a déjà tellement de travail de fond sur le dossier, puis après sur l'autre, comment me faire entendre par l'autre, c'est là où la PNL est vachement intéressante. Les courriers, je les rédige plus du tout pareil. Et des simples inversions grammaticales où on enlève des mots, et ben ça m'ouvre des portes, là où avant je les fermais. C'est très puissant la négo. Et la négo, elle est que ce soit avec ma fille de 3 ans ou des grosses boîtes qui négocient des fusions, etc. Elle est partout, la négo. Et on a encore en France cette idée de « Ah, j'ai bien négocié », sous-entendu, moi j'ai gagné, lui il a perdu. Et ça peut être différent. Alors attention, il y a des négos one-shot où on peut effectivement faire le gros vilain, etc. Mais dans les négos où on va retrouver la personne, on va retrouver le confrère, il va y avoir une relation, on va peut-être gagner là, sur ce point-là, mais ça va être perdant sur tout le reste. Et il y a mille et une façons de mettre l'autre au boulot avec nous pour résoudre des choses. Et plus loin que ça, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de la négo raisonnée, c'est que moi, pour obtenir ce dont j'ai besoin, et même beaucoup plus que ce que je peux obtenir tout seul, j'ai besoin de l'autre. Et c'est ça qui est méconnu et pas compris encore en France. Et d'ailleurs, tu le vois avec les confrères, quand tu commences à faire de la négo raisonnée, ils sont vachement méfiants, en disant « Ah, mais pourquoi elle est agréable, mais qu'est-ce qu'elle me cache, je suis sûre qu'elle me cache quelque chose. » C'est fou, tu as une défiance. Et quand toi, tu donnes tous les éléments, ils te regardent en disant « Oh », et tu leur dis « Et vous ?» Eh bien, ils veulent pas montrer, tu sais, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Alors, certains avocats qui sont formés aux États-Unis, en Angleterre, ont cette formation-là et cette posture-là, qui est beaucoup plus productive, en fait. Dans l'introduction du bouquin que tu nous as montré, Getting to Yes, de William Ury et Roger Fisher, les auteurs nous disent si votre adversaire connaît cette méthode, tout ira pour le mieux, puisque justement, en matière de négociation raisonnée, on n'a rien à cacher, au contraire, on va faire quelque chose sur des bases loyales, transparentes, et c'est pour ça que ça marche. Donc on est sur une logique complètement inverse des coups dans le dos ou des choses cachées. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de changer complètement de culture. Mais attention, c'est pas bisounours non plus, parce que quand tu l'expliques à certains, ils te disent « Ouais, montrez tout, mais attends. » Mais une fois que tu leur fais vivre dans les formations, on fait que des ateliers, c'est que des mises en pratique. Et donc, dans les exercices, tu as plusieurs groupes avec les mêmes cas de négo. Et c'est drôle parce que tu vois l'équipe qui a rien dit, qui était complètement fermée, ils se sont complètement vautrés, ils ont réussi à rien négocier du tout. Et les équipes qui ont été plus ouvertes, ils ont créé des trucs de dingue et les autres disent « Mais comment, avec le même cas, vous avez pu construire ça alors que nous, on en est là ?» Bah ouais, c'est une histoire de posture en fait. Et ça, c'est important que ça se passe pas en cours magistral ni quoi que ce soit. Alors c'est bien de lire les livres, hein, mais il faut le vivre. Il faut le vivre et l'expérimenter et découvrir quel négociateur on était naturellement. Pour garder ses forces, mais se faire progresser. Bah écoute, merci beaucoup Juliette. Est-ce que Ifa, tu avais une question pour Juliette sur la négo ou sur un autre sujet ? Alors du coup, puisque on a bien compris qu'on était formé assez tard, du coup, à la possibilité de solutions négociées et à la négociation de manière générale, qu'est-ce que vous recommandez aux jeunes étudiants ou potentiellement futurs élèves avocats pour se renseigner ou pour se documenter ou pour avoir des clés dès qu'ils commencent à entrer dans le métier et ne pas être perdus s'ils se retrouvent dans une situation où ils ont besoin de négociation? Bah, de se former. C'est déjà commencer par les bouquins. Peut-être, il est très simple, hein, c'est les bouquins à l'américaine en plus, donc parfois c'est un peu difficile à lire parce que c'est un peu tout est beau, tout est machin. Mais bon, voilà, c'est les bouquins américaines. Mais après, moi, je crois qu'il n'y a pas, comme disait Martin, c'est complètement contre-intuitif. Enfin, c'est contre-intuitif la négo raisonnée. Donc je pense que tant qu'on n'est pas formé, tout simplement, alors on peut lire plein de choses, ça peut nous aider, etc. Mais il y a un moment où il faut y aller, il faut se former. Et il y a de plus en plus de centres de formation, il y a beaucoup plus... nous, on essaye... je vais essayer d'intervenir à l'école du barreau pour essayer de pousser un peu pour qu'enfin les choses changent, quoi. Merci. Ça va venir. Je pense que c'est vraiment essentiel.
Ouais. Je lance le temps des questions des différentes personnes qui ont suivi l'émission. Alors, je vais reprendre les questions qui avaient été posées avant l'émission parce que je n'en vois pas en live, mais c'est peut-être parce qu'on a un problème technique, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas, si vous nous suivez en live, à poser vos questions dans le live directement. Mais on avait Romain qui nous dit: Bonjour, comment transformer la relation client? Alors là, tu vas peut-être pas pouvoir répondre en quelques points, mais bon, on a compris que tu étais en train de monter une formation là-dessus, donc peut-être que déjà il faut se former. Oui. Mais quels seraient les grands axes, disons? L'écoute. Je pense qu'on ne s'écoute pas. On est dans un temps où on va tellement vite, et puis on a nos solutions toutes faites, nos procédures, ou quel que soit le corps de métier en fait. Et du coup, il faudrait que le client il rentre là-dedans. Alors je lui vends quoi? Le 1, le 2. Et du coup, on ne l'écoute plus. Et je crois que les gens ont besoin d'écoute, et qu'à partir du moment où on écoute réellement, mais en essayant de ne pas interpréter, d'écouter au plus près de ce qu'il dit, de vérifier avec lui en disant: mais quand vous dites l'efficacité, c'est quoi pour vous l'efficacité? C'est en termes de temps, en termes de qualité. C'est qu'une fois il faut être clair en fait avec les gens, et on se rend pas compte que la langue française notamment, il y a mille et une acceptions d'un mot, et qu'on n'a pas les mêmes cultures, on vient pas des mêmes mondes, on n'a pas la même expérience de vie, et qu'on n'entend pas les choses de la même façon. Donc je crois que la base de la base de la base, c'est écouter l'autre, poser des questions, s'intéresser à l'autre, et après voir ce dont il a besoin. Et pour nous les avocats, je trouve qu'après il y a un cadrage à faire dans ce besoin-là. C'est pas en me voyant moi, avec une procédure judiciaire ou une médiation ou une négo, qu'on va le résoudre. Ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire, un travail thérapeutique ou un deuil à faire, voilà. Comme ça, les choses sont cadrées. Une fois que les choses sont cadrées, transparentes et claires, et parfois il faudra faire des recadrages en cours de relation, ça ne peut que aboutir sur un partenariat fluide, où le nombre de fois où on entend, et puis nous c'est notre métier, on va quelqu'un qui va voir un architecte, mais il m'a dit qu'il avait compris que. Et de toute façon, tous les malentendus, les conflits, 90% des conflits sont des problèmes de communication. Donc déjà, pour avoir une bonne relation client, il faut communiquer, s'adapter à l'autre, pas faire du jargon, et identifier ses besoins. Et c'est difficile de passer d'une position à un besoin. Une demande, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière réellement cette demande? Et derrière, pour aller aux besoins primaires, en fait. Et là, on est sûr qu'a priori, tout va bien se passer. Si la reformulation empathique intéresse Romain, je l'invite à regarder un des épisodes précédents avec Florence Enuel qui consacre beaucoup de recherches et beaucoup de pratiques sur cette question. Et de dire ça aussi peut-être. Ah oui, alors ça peut être une bonne base, ça, pour bien parler en fait. Cessez d'être gentil, soyez vrai, de notre ex-confrère Thomas d'Assembourg, qui existe. C'est vendu aussi avec un CD audio, je crois, le livre d'ailleurs. Hein. C'est possible, ouais. Moi j'aime bien lire, mais j'ai une version avec le CD audio. Ouais. Ah oui, ça peut être très intéressant. Bon, c'est un best-seller bien connu de tous ceux qui s'intéressent au développement personnel aussi. Benoît nous demande cette approche nouvelle. Alors, je pense que l'approche nouvelle, je ne sais pas s'il parle des solutions négociées ou de la relation client, hein, mais cette approche nouvelle prend-elle plus de temps pour les avocats ou au contraire leur permet-elle d'aller plus vite sur le reste? Quel est le coût pour le client? Alors, au début, on va être très clair, au début, c'est plus long parce qu'il faut qu'on se chauffe, il faut qu'on se mette dedans. Après, on a l'impression qu'au début, ça prend beaucoup de temps, notamment une préparation de négo ou l'écoute de son client. Par exemple, moi, mon premier rendez-vous, je ne prends plus de stylo, je le pose parce qu'avant, j'étais carrément dans mes catégories juridiques, j'étais déjà sur ma procédure, je ne l'écoutais pas. Donc maintenant, je l'écoute, je cadre, je dis vous avez 3 quarts d'heure, pendant 3 quarts d'heure, je vais vous écouter, et puis pendant le dernier quart d'heure, je vais vous expliquer ce qui est possible de faire. Alors, on se dit, oh là là, mais quel temps perdu, mais quel temps gagné, je ne vais plus recevoir des mails qui font 107 pages pour dire, mais maître, j'ai pas compris ça, et puis ça, puis l'autre confrère, il a dit ça dans ses écritures. Parce que c'est clair, en fait. Les choses sont claires, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de... Donc, en fait, ça prend du temps au début, mais c'est du temps qui est gagné. Et après, quel temps, c'était quoi la question pour le client, quel coût? Quel coût ça a?
Est-ce que ça Alors, par change exemple, le coup? Est-ce qu'un dossier, je pense que c'est ça la question, est-ce qu'un dossier traité de manière classique ou un dossier ça traité... n'a rien à voir en fait. Ouais. Ça n'a rien à voir. Un dossier traité de façon classique va aboutir à un jugement classique avec un juge qui a le droit de condamner l'un ou l'autre, de trancher. C'est binaire. On ne Alors, va pas juste, adapter j'en sur profite mesure. pour dire que quand tu dis que ça aboutit à une décision, la question de On dit l'exécution de 4 ans et cette demi. décision va se poser aussi, hein. Oui, bien Bon, sûr, mais il bon, y a aussi ok. ce problème-là. Faisons comme si tout était fini au moment où le juge rend sa décision. Exactement. Exactement. Mais ça ne va pas être quelque chose sur mesure. Et les deux ne vont pas être satisfaits, ça c'est sûr. Et même une seule personne ne va jamais être satisfaite totalement. Parce que ça ne convient pas exactement à sa vie, à lui, etc. Une solution négociée, les parties vont elles-mêmes négocier avec leurs avocats, mais elles vont être là. Et du coup, elles vont pouvoir dire ce qui est possible pour elles. Donc, il n'y aura pas de problème d'exécution. Puisque elles-mêmes disent, bah non, moi je peux mettre jusqu'à tant par mois. Bon, comme j'ai pas de ressources, ce que je peux faire, c'est que par contre j'ai un appartement vacant, je te le loue à titre gratuit ou je te le prête pendant 6 mois. Tout est possible et c'est beaucoup plus innovant. On peut trouver mille et une solutions. Alors pour nous avocats au départ, en tout cas pour moi, c'est difficile parce que ça fait appel à la créativité et que nous en tant qu'avocats, on a notre petite catégorie, hein, et c'est un peu binaire. Et c'est là où les clients sont hyper utiles parce que eux, ils sont pas forcément bridés comme nous et on peut trouver des trucs extraordinaires. Est-ce que c'est plus long? Non. Une procédure dure quoi? 4 ans et demi? Aujourd'hui, post-Covid, non mais les délais sont complètement délirants. Une solution négociée, c'est fini en 3 mois. Un divorce très conflictuel avec des biens, des machins, des bidules, là, j'en viens d'en boucler un, ça a pris 11 mois. Pour quelque chose de bien costaud, hein. Ça aurait pris des appels et des ordonnances et des appels. Et surtout, donc ça va être sur mesure, mais surtout, on va régler le sous-jacent. Vous savez que 55% du contentieux en France, c'est du contentieux du droit de la famille. Et en moyenne, les gens saisissent 3 fois le JAF. Parce qu'on n'a jamais réglé le problème du fond. Et pendant toutes ces années-là, ça va être des mails désagréables, etc., même hors contentieux. Pourquoi on ne prendrait pas le temps, une fois, de poser les choses? Alors oui, ça ne va pas être une solution à 500 euros. Il faut être très clair. Il faut être très clair. Hmm. Par contre, Alors c'est moi je justement, pense... ça permet de rebondir sur ce que Déborah Twizer, que je salue, et qui d'ailleurs fait partie des futurs formés qui vont suivre la formation processus collaboratif qui commence jeudi prochain pour la session de la FPDC. Est-ce que l'on veut du sur-mesure ou du formaté? C'est un petit peu ça. Est-ce qu'on veut un divorce Mais je pense qu'il faut s'adapter à tout. Et je oui. pense que quand tu n'as pas d'enfant, que tu n'as pas de bien immobilier, que ça fait 2 ans que tu es divorcé, je vais peut-être choquer des confrères, mais autant aller voir ces fameux confrères qu'on voit quasiment jamais là. On remplit les trucs sur Internet, on a un divorce pour 350 euros. Bon, ça peut répondre à des besoins. Bon, je suis très critique face à ce genre de choses parce qu'on ne voit pas le réel consentement des gens derrière, etc. Mais ça peut correspondre à une certaine demande. Maintenant, quand on a des enfants, quand on a une vraie vie, etc., est-ce que c'est pas plus intéressant de poser les choses, de prendre un peu de temps? Mais de toute façon, ça sera toujours moindre qu'un contentieux qui va se renouveler 3-4 fois et beaucoup moins coûteux. Moi, je préfère aujourd'hui, si demain je divorce, prendre 3-4 mois et payer un avocat pour ça et prendre le temps d'expertiser chacune des choses et de poser tout sur la table pour avoir des bonnes relations avec mon futur ex-mari et que ça pourrisse pas nos enfants, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Après, c'est une question de choix, mais encore faut-il pour faire ce choix être informé qu'il existe. Ouais, C'est ouais. ça toute la difficulté, parce que si on en reste à ce que le Je suis système d'accord avec étatique vous. nous propose et la formation classique des juristes, bah, ça reste assez pauvre finalement en matière de choix. Dernière question qu'on prendra parce que je vois que le temps file. Conseillez-vous des lectures ou des formations sur ce thème? Bah, les bouquins qu'on a donnés et des formations, il y a Dominique Deloy qui forme sur l'écoute active, qui est très bien à la FPDC. Il y a quand même beaucoup de choses maintenant qui se font aujourd'hui. Moi, je vais essayer d'en monter une. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit mail et puis on fera aussi du sur-mesure. Le but, c'est ça. Ton mail, c'est Spirit.net. juliette@piriou.net, hein, c'est ça? C'est celui qui s'affiche là? Ouais. D'accord. Mais aujourd'hui, enfin, en tant qu'avocat, je ne vois pas comment on peut faire l'économie d'une formation sur l'écoute active. Alors, c'est très rapide. En fait, en réalité, ça va prendre plus de temps en soi pour cheminer, pour lire d'autres choses, l'écoute de Salomé, etc., qui est un peu de Jean Couteau, je sais plus, qui est un peu un pavé. Il faut la première impulsion. Et pour ça, c'est des choses qui se vivent.
Donc, il faut toujours que ça passe par de l'expérimental. Quand en atelier, on vous écoute réellement, on fait un exercice tous ensemble, et là, on vous écoute, et là, vous dites « Waouh, je me sens bien, je me sens apaisée, j'ai confiance, ok, on y va ». Et on fait la même chose avec, je réponds, enfin, on reformule tout systématiquement à côté, ou comme malheureusement c'est souvent le cas, on voit à quel point ça agace, ça énerve, il y a une perte de confiance. Donc c'est, à mon avis, c'est une matinée et ça vaut tellement le coup. Et la pratique, c'est aussi se tromper, se donner le droit à l'erreur. Et moi, en tout cas, après chacun est différent, mais moi, j'apprends beaucoup en me trompant. Donc, sans oui. pratique, il me semble assez difficile pour la plupart. En tout cas, il y a peut-être des gens qui peuvent apprendre en lisant juste un bouquin, mais moi, j'adore me tromper parce que on apprend énormément en ressentant, on ressent dans sa chair les choses quand on se met en pratique. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à l'université. C'est pas du savoir, de la connaissance, c'est du savoir-être. Et ça peut pas s'apprendre dans des bouquins, quoi. Il faut l'expérimenter. Eh ben, on va en rester sur cette bonne parole. Il faut expérimenter les choses pour développer les solutions négociées, la relation client. Merci beaucoup Juliette Piriou. Merci beaucoup IFA de t'être joint à nous et de nous avoir présenté ta vision, la vision d'une jeune étudiante en droit sur à la fois les études de droit et sur les réseaux sociaux. Merci à toutes les deux. Bon week-end à tous, bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir Martin, au revoir IFA. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Samedi Live a pour ambition de vous informer sur les innovations facilitant l'accès au droit et aux solutions négociées. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre un rendez-vous directement sur le site de mon cabinet. Si vous avez aimé cette émission et souhaitez soutenir cette initiative, merci de liker, partager et commenter sur tous vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez également tous les bonus de l'émission sur mon compte Instagram @maître Lacour. À très bientôt pour un nouvel épisode